Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à donner ce séminaire. Ça fait toujours plaisir d'être là pour les journées scientifiques de l'Observatoire, de voir tant de visages amis, même si tout le monde est à peu près masqué, c'est bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la paradoxale limite de la relativité générale, et plus précisément, je vais vous parler donc de trous noirs. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir, c'est un volume dans lequel la gravitation est tellement grande que rien ne peut sortir de ce volume, pas même la lumière. La théorie de la relativité générale nous dit que qu'est-ce que la gravité? C'est l'expression de la courbure de l'espace-temps. Et en fait, un trou noir, c'est un endroit où l'espace-temps est tellement courbé que les trajectoires de tout objet ne seront pas capables de sortir de ce volume, pas même la lumière. Donc ici, on a une représentation d'artiste d'un trou noir. C'est pas du tout réaliste. Donc c'est une représentation d'artiste avec, on voit le trou noir au milieu, donc ce volume, avec un disque d'accrétion autour et un jet relativiste perpendiculaire. Et alors c'est pas du tout réaliste parce que si à l'intérieur du trou noir l'espace-temps est vraiment très courbé, et l'espace-temps autour du trou noir est aussi beaucoup courbé. Et du coup la trajectoire de la lumière ne va pas suivre des lignes droites, mais va suivre certaines trajectoires à cause de la courbure de l'espace-temps. Et du coup, en fait, il va y avoir des effets de lentilles, ou on appelle ça de mirage gravitationnel. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui suit. Donc qui est une simulation de ce qu'on devrait observer pour un trou noir avec un disque d'accrétion. Notamment, on va voir la Voie lactée qui va passer derrière, et dont l'image va être déformée à cause de cet effet de lentille, donc qui est lié à la déformation de l'espace-temps. Alors on peut voir donc le disque d'accrétion. Il y a un petit problème sur... je dirais que ça va. On peut voir le disque d'accrétion qui est parfaitement sur un plan, hein, mais on a l'impression qu'il passe soit en dessous, soit au-dessus du trou noir. Et ça, c'est donc lié à cet effet de lentille gravitationnelle, à la déformation de l'espace-temps. J'ai pas mal de bugs sur mon écran. Non, on dirait qu'il n'y a pas de bug. Alors je vais regarder ça parce que ça me perturbe pas mal. Zut. Voilà, alors un aspect qui est intéressant à remarquer pour la suite, c'est qu'il y a une asymétrie dans la luminosité du disque. Ça, c'est l'effet Doppler relativiste, hein, puisqu'il y a une partie du disque d'accrétion qui se dirige vers nous, et donc il est blue shifté, il y a plus d'énergie qui nous vient dessus, alors que la partie qui s'éloigne, au contraire, est redshiftée, il y a moins d'énergie, du coup la luminosité est moins grande. Donc ça, ce sera important pour la suite. Donc cette thématique a valu le prix Nobel en 2020, donc la thématique des trous noirs. En 2020, à Roger Penrose, Reinhard Genzel et André Haguez. Ces deux derniers, je cite, pour la découverte d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie, donc c'est ce qu'on voit sur l'image de gauche ici, qui représente, chaque point représente l'observation d'une étoile au centre de notre galaxie, la Voie lactée, entre les années 1995 et 2020. Et on peut voir donc après les ellipses qui correspondent à ces points. Donc ce sont des étoiles au centre de notre galaxie qui orbitent autour d'un objet qu'on n'est pas capable d'observer. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant sur cette vidéo. Donc on a des étoiles qui semblent orbiter autour donc ici d'un objet qui est marqué par une étoile, mais en fait on n'observe rien. La gravitation fait qu'on est capable, à partir de la trajectoire de ces étoiles, d'estimer la masse de l'objet central. Et si on fait ça, on a une masse d'un objet central qui est de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil. À titre de comparaison, l'étoile que l'on voit là, S2, a une masse estimée à de l'ordre de 10 à 15 fois la masse du Soleil. Et pourtant, on la voit parfaitement bien. Alors que l'objet central qui, lui, fait 4 millions de fois la masse du Soleil, on ne le voit pas du tout. Donc c'est parfaitement cohérent avec ce que l'on attendait, c'est-à-dire qu'il y ait un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. C'est cohérent, mais ce n'est pas encore une preuve formelle. Bon, pour obtenir ce genre d'image, des télescopes terrestres ont été utilisés. Donc il faut évidemment utiliser de l'optique adaptative, sinon les étoiles, on n'arrive pas à les résoudre évidemment. Donc l'équipe
européenne a utilisé le VLT au Chili et l'équipe américaine a utilisé le Keck à Hawaï. Donc maintenant, je vais vous parler de la raison pour laquelle le prix Nobel a été décerné à Roger Penrose pour, je cite, la découverte que la formation des trous noirs était une prédiction robuste de la relativité générale. Et dans cet article qui lui a valu le prix Nobel, en fait, il y a quelque chose de presque plus important encore, c'est que si un horizon se forme, donc l'horizon c'est vraiment ce qui caractérise un trou noir, c'est cette surface qui délimite ce qui peut sortir ou pas de cette zone qui détermine le trou noir. À partir du moment où un horizon se forme, nécessairement, si on continue de penser que les lois de la relativité générale sont correctes, on va finir par former une singularité en un temps fini. Et ça, c'est très problématique, parce qu'une singularité, en fait, c'est une zone où la notion même d'espace-temps perd son sens. Donc, on arrive à quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a cette théorie de la relativité générale qui prédit donc, ces horizons, ces trous noirs, et si on suit ces lois-là, on a la prédiction que ces lois s'arrêtent de fonctionner à un moment donné. Donc, c'est vraiment très paradoxal. Encore faut-il qu'on ait des preuves observationnelles de l'existence de ces horizons. Et c'est justement ce qui est en train de commencer à être fait avec différents moyens dont je vais vous parler maintenant, notamment avec l'Event Horizon Telescope. Donc ici, vous voyez une image reconstituée de ce que l'on attend à voir pour un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87, avec le disque d'accrétion. Donc ça colle parfaitement aux simulations numériques pour ce type de phénomène. Alors il faut savoir que cet objet est très lointain et la dimension angulaire est vraiment très petite et il faudrait en fait un radiotélescope de plus ou moins de la taille de la Terre pour être capable d'imager vraiment ce genre de choses. Donc évidemment ça n'existe pas. Donc ce qu'ont fait cette collaboration, c'est qu'ils ont utilisé des radiotélescopes mis un peu partout sur Terre, qu'ils ont mis en mode interférométrique pour faire une reconstruction d'image. Alors, ce qu'on peut voir sur cette image, c'est qu'on a bien effectivement l'asymétrie de luminosité à laquelle on s'attendait, qui est due à l'effet Doppler relativiste. Par ailleurs, à cause de la taille de cette ombre, on est capable d'estimer, si les lois de la relativité générale sont correctes, on est capable d'estimer la masse de ce trou noir. Et c'est à peu près de l'ordre de 2 à 3 milliards de fois la masse du Soleil. Et c'est parfaitement cohérent avec la masse qu'on peut estimer par ailleurs avec la dynamique du gaz ou des étoiles aux alentours. Donc ça reste parfaitement cohérent, la relativité générale semble parfaitement... tout semble coller avec le fait qu'il y a un trou noir supermassif central. Mais il faudra encore des observations pour plus affirmer. Alors, certains d'entre vous pourraient se poser la question pourquoi M87, le centre de M87 et non pas le centre de la Voie lactée. Et la raison tient à la taille, enfin à la masse de cet objet et la dynamique. Comme cet objet est grosso modo 1000 fois plus massif que le trou noir au centre de la Voie lactée, sa dynamique est aussi beaucoup plus lente. Le temps caractéristique de son évolution est beaucoup plus lente. Et à cause de l'interférométrie qui est utilisée ici, la méthode d'interférométrie, il y a un certain temps de pause, je vais expliquer pourquoi juste maintenant, mais il y a un certain temps de pause qui est de l'ordre de plusieurs heures. Et du coup, il faut un objet, comme pour des appareils photo, il faut que pendant le temps de pause, l'objet ne bouge pas beaucoup. Et c'est le cas pour M87, qui ne bouge pas beaucoup parce qu'il est beaucoup plus massif que le centre de notre Voie lactée, qui lui bouge beaucoup plus. Il y a un temps caractéristique d'évolution de l'ordre de 30 minutes à 4 heures. Il se trouve 1000 fois plus loin, grosso modo, ce trou noir supermassif, ce qu'on pense être un trou noir supermassif, mais il est aussi 1000 fois plus massif à peu près, enfin un peu moins de 1000 fois plus massif. Du coup, et comme la taille est proportionnelle et linéaire à la masse, du coup, en fait, la dimension angulaire de l'objet est à peu près la même que celle du centre de la Voie lactée. Mais par contre, il bouge beaucoup moins. Et alors pourquoi le temps d'exposition, le temps de pause en quelque sorte, est si long avec cette méthode ?
Simplement, pour tous les amis et collègues qui font de l'interférométrie optique à l'Observatoire de la Côte d'Azur, toutes ces personnes savent bien que pour être capable de reconstruire une bonne image d'un objet, il faut avoir beaucoup de points dans le plan de phase, le plan UV pour les intimes. Et comment on balaye ce plan UV, c'est avec la rotation de la Terre. Donc il faut juste attendre que la Terre bouge sur elle-même suffisamment pour être capable d'avoir suffisamment de points dans ce plan UV pour être capable de faire une reconstruction d'image. Et donc ça donne en fait l'équivalent du temps de pause que l'on a avec des appareils photo. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'observer des objets qui ne bougent pas trop. Et quand je dis on, je ne participe pas du tout à cette collaboration, pour que ce soit bien clair. Alors, maintenant, il y a un autre moyen de déterminer si, effectivement, il existe ou pas des horizons, et donc réellement des trous noirs. C'est par l'intermédiaire des ondes gravitationnelles. Pourquoi ? Parce que quand deux trous noirs fusionnent, ils vont former un seul trou noir, et ce trou noir l'horizon des événements va vibrer d'une manière très particulière, d'une manière tellement particulière qu'on parle de spectroscopie des trous noirs. Il va y avoir un mode fondamental avec des harmoniques et tout, et qui est très caractéristique et qui dépend de la nature du trou noir, de sa masse et de son moment cinétique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de détecter avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO et Virgo. Donc c'est ce qu'on va voir par exemple sur cette simulation de la lentille de deux trous noirs qui vont fusionner. Alors c'est largement au ralenti, parce que ça se fait en fait en quelques centièmes de millisecondes. Mais vous allez voir qu'une fois que les deux trous noirs vont avoir fusionné, qu'il va rester un trou noir au centre, vous allez voir que la lentille va continuer d'évoluer légèrement. Donc ça va arriver. Voilà. Vous voyez, il y a le trou noir qui est formé, la lentille, elle évolue légèrement. Ça montre en fait qu'il continue, l'espace-temps continue en fait à être déformé. En fait, le trou noir se relaxe pour aller à l'état d'équilibre et ce faisant émet des ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est les trois phases de cette fusion, avec le signal d'onde gravitationnelle qui est attendu. Donc il y a d'abord la phase de spirale, ensuite la phase de fusion, et non pas de friction comme il est écrit ici, et enfin la vibration. Et donc pour déterminer si oui ou non à la fin on a un trou noir ou pas, ce qui nous intéresse, c'est cette dernière phase, c'est la phase de vibration du trou noir final. Et il y a deux problèmes. D'une part, c'est très court en durée, et par ailleurs, le signal décroît de manière exponentielle. Ce qui fait qu'il est très difficile d'avoir un bon rapport signal à bruit pour vraiment pour être vraiment capable de dire si on a bel et bien les signaux qu'on attend d'un trou noir résultant ou pas. Mais ça commence à être fait. Il y a déjà des résultats donc de la collaboration, LIGO Virgo, et d'autres équipes en parallèle qui ont obtenu aussi de très beaux résultats. Et donc, on commence à avoir des preuves, enfin des évidences, des indices, qu'effectivement, on a bel et bien un trou noir qui vibre de la manière dont c'est prédit par la relativité générale. Donc voilà, donc en fait, on est à une période charnière durant laquelle, dans les 5 à 10 prochaines années, vraisemblablement, on aura des preuves, si ce n'est des preuves formelles, mais en tout cas une très bonne confiance sur le fait que des horizons existent, et donc des trous noirs existent. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire, de facto, si on poursuit la logique jusqu'au bout avec les lois de la relativité, ça veut dire vraisemblablement que aussi les lois de la relativité générale doivent être modifiées ou altérées en tout cas. Donc il y a énormément de recherches qui sont faites sur le sujet depuis très longtemps d'ailleurs. La piste la plus commune et qui a le plus grand consensus, on va dire, c'est de se dire vraisemblablement il y aura des effets de gravitation quantique à l'intérieur des trous noirs qui vraisemblablement devraient éviter la formation de cette singularité. Mais rien de sûr. Il y a d'autres choses, donc ça fait pas mal consensus. Il y a d'autres hypothèses ou spéculations beaucoup plus, on peut dire, fantaisistes,
Donc là, par exemple, dans le cadre de la théorie des cordes, il a été proposé qu'en fait les trous noirs n'existeraient pas et devraient être remplacés par ce qu'ils appellent des fuzzballs, qui seraient en fait un embroglio de cordes, qui ferait à peu près la même taille que les trous noirs, mais qui n'auraient pas d'horizon des événements ni de singularité. Alors, comme souvent avec la théorie des cordes, malheureusement, en tout cas pour la phénoménologie de la théorie des cordes, comme les calculs précis, personne ne sait les faire. Du coup, il y a beaucoup d'hypothèses sur hypothèses sur hypothèses, où on peut dire spéculation sur spéculation sur spéculation, qui font que malheureusement, il y a de fortes chances que ce genre d'objet n'existe absolument pas. Mais l'avantage, c'est qu'avec justement les détecteurs d'ondes Greta-Snell, vraisemblablement, dans les 5 à 10 prochaines années, on pourra dire que ces objets, en tout cas, n'existent pas, ou en tout cas ne correspondent pas aux signaux que l'on observe avec les détecteurs d'ondes Greta-Snell. Donc ça va être vraiment intéressant, ou pas. Peut-être qu'en fait, ils existent, et là, ça sera encore plus fou. Dans ce même genre d'idées qui ressortent à partir de ce constat que la relativité générale semble s'arrêter de fonctionner à l'intérieur des trous noirs, vient une idée qui est très très à la mode en ce moment dans la communauté de la physique théorique, qui est que peut-être que en fait, l'espace-temps lui-même n'est plus une structure fondamentale, n'est plus une structure élémentaire, mais serait constitué lui-même d'éléments encore plus élémentaires qui resteraient à être découverts. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très très à la mode en ce moment. Tout le monde en parle, enfin chez les physiciens théoriciens, dont la superstar de l'Institute of Advanced Studies, Nima Arkani-Hamed, qui en parle tout le temps. Alors, une autre hypothèse beaucoup plus prosaïque. Donc là, on a deux diagrammes. Le premier, celui de Roger Penrose sur la gauche, de son article qui lui a valu donc le prix Nobel, où on a donc la matière qui s'effondre et qui va donner une singularité. Et il se trouve qu'en fait, on peut tout à fait imaginer. La question, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il est possible d'avoir des trous noirs qui se formeraient, qui après s'évaporeraient, notamment par rapport à l'évaporation de Stephen Hawking, qui reste une hypothèse, ça n'a pas été vérifié. Est-ce que c'est possible dans ce cadre-là d'obtenir des trous noirs qui n'auraient pas de singularité? Et effectivement, alors ces trous noirs ne peuvent pas être dans le cadre strict de la relativité générale, il faut la modifier d'une façon ou d'une autre, mais il semble possible de construire au moins mathématiquement des trous noirs qui n'ont pas de singularité. Donc c'est du domaine du possible, c'est juste du domaine, pas du domaine du possible dans le cadre de la relativité générale. Mais de manière générale, ça semble être tout à fait possible de former des trous noirs qui n'auraient pas de singularité. Donc je vais finir finalement par ce qui m'intéresse, ce qui me motive en ce moment, c'est donc la théorie de la relativité intriquée que nous avons proposée en 2015 avec Henrik Ludwig, qui avait fait un étudiant qui était venu à Nice. Et donc pour ceux qui n'ont pas pu assister au séminaire que j'avais fait à l'Observatoire en mars, j'ai pas le temps malheureusement de parler de la relativité intriquée maintenant, mais donc c'est une nouvelle théorie une nouvelle théorie générale de la relativité que nous avons proposée, et pour lesquelles on a de bonnes raisons de penser qu'elle pourrait potentiellement résoudre ce problème, le problème de singularité, parmi d'autres problèmes en fait. Et voilà, donc si ça vous intéresse, le séminaire que j'avais fait à l'Observatoire est en ligne sur YouTube, donc il suffit de taper Entangled Relativity, Entangled comme intriqué, entanglement, sur YouTube, et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le séminaire. Et sinon, en novembre, je crois, je vais refaire un séminaire sur le sujet, mais cette fois-ci grand public, donc pour expliquer plus les aspects un peu métaphysiques et philosophiques qui sont derrière cette nouvelle théorie générale de la relativité qui viendrait remplacer celle d'Einstein si elle fonctionne. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. Ce séminaire en novembre, c'est à quel endroit? C'est ici? Oui, c'est ici. Alors, je crois que c'est Nelson qui a la date en tête. Ce sera un séminaire Artemis, mais grand public, donc le jeudi matin, le 18 novembre, à 10h30, à la Nef. Et ça sera en français? Et en français, oui, parce que c'est grand public. Très bien. Donc, merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, Olivier, tout à l'heure, tu as parlé
l'effet Doppler relativiste. Est-ce qu'il y a une différence avec l'effet Doppler classique, rassure-moi? Bon, fondamentalement, non, pas Le vraiment. principe, il est le même. Non, oui, c'est la même Donc, chose. c'est l'effet Doppler en général. Ok. Absolument. Juste une petite question. Est-ce que tu as montré des observations par le Keck et par les VLT? C'est de la spectroscopie ou l'imagerie? Non, je crois pas. Alors donc, je suis pas du tout dans ces équipes. Non, je crois que c'est juste des observations. Non, il n'y a pas de spectroscopie. Oui, d'imagerie, oui, absolument. D'accord, merci. Bonjour, je voulais savoir, on observe les trous noirs un peu comme dans la vidéo, là, donc quand ils tendent leur horizon vers nous, mais si on regarde s'ils sont dans l'autre sens, enfin si ça a un sens de dire ça, si on pointe en fait vers leur singularité, est-ce qu'on voit aussi quelque chose ou pas? J'ai pas bien compris. En fait, enfin, on les regarde. On voit des choses différentes si on est par exemple... si on observe, on va dire, si le disque d'accrétion est sur la tranche ou si on est au-dessus, on ne va pas observer exactement la même chose, forcément. Ouais. Dans le cas, si on est au-dessus, on devrait avoir une plus grande symétrie de la visualisation du disque d'accrétion. Donc ça dépend vraiment. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo en fonction de l'angle qu'on a. D'ailleurs, par rapport à cette vidéo, je recommande, elle nous vient d'une excellente chaîne scientifique ScienceClick, Alessandro Roussel. ScienceClick sur YouTube, donc c'est un jeune scientifique qui fait ses simulations. Il intègre complètement les équations de la relativité générale pour faire ses simulations et il est vraiment extrêmement talentueux. Et donc oui, on voit là en fonction de l'angle par rapport au plan du disque d'accrétion, on va observer une image légèrement différente. Et l'image va continuer d'évoluer à mesure que si on va, par exemple, perpendiculairement à ce plan, l'image va continuer d'évoluer. Donc, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est quand on regarde le modèle de M. Penrose, on voit la singularité qui fait une espèce de pointe, comme ça, et ça a l'air de s'enfoncer. Et là en tout cas sur la vidéo, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Ouais. Parce que ça, c'est une simulation, alors que le diagramme de Penrose, c'est juste un diagramme, ça n'a pas de vérité observationnelle. Et en fait, le diagramme de Penrose, surtout, la plus grande partie nous montre l'intérieur du trou noir, ce qui nous est absolument pas accessible à l'observation. Donc là, on a des simulations de ce qu'on devrait observer, alors que le diagramme, c'est juste un diagramme explicatif. Hein, faut pas imaginer qu'on devrait voir quelque chose qui ressemblerait à quoi que ce soit de ce diagramme. Merci. Oui, Bertrand. Lequel de Bertrand? Toi. Ok, merci. Non, moi, c'était juste pour faire remarquer que ce problème de la limite de la singularité, il se pose aussi quand on s'intéresse, non pas au trou noir, mais à la cosmologie très primordiale. Quand on remonte dans le temps, donc dans le modèle cosmologique, on arrive à une singularité qui présente l'avantage de ne pas être protégé par un horizon, donc d'être en principe accessible. Le problème, c'est quand l'univers est très jeune, moins de 300 000 ans, c'est du plasma, la lumière ne passe pas à travers. Et c'est aussi précisément donc, un des gros espoirs de l'astronomie des ondes gravitationnelles, c'est que des phénomènes donc, générateurs d'ondes gravitationnelles très proches de cette singularité, qui traversent le plasma sans aucun problème, pourraient peut-être nous apprendre ce qui se passe, à la réalité de la gravitation, probablement quantique, donc à ce niveau-là. Et donc c'est un petit peu un espoir de pouvoir observer donc, des comportements quantiques attachés à la gravitation, donc à l'univers très jeune, donc très proche d'une singularité. Contrairement au trou noir où toutes les ondes gravitationnelles qu'on voit dans le cas du trou noir viennent de l'horizon et pas de la singularité. Voilà, c'est juste pour faire cette remarque. Alors, juste pour tout le monde, ce à quoi fait référence Bertrand, c'est ce qu'on appelle les singularités nues. Parce que là, la singularité, elle est cachée à l'intérieur du trou noir, donc on n'a aucune observation de son existence, alors que certains cadres, dans certains modèles, y compris de la relativité générale, on peut avoir des singularités qui seraient nues, des singularités qui seraient nues. Et du coup, potentiellement, on pourrait avoir des données observationnelles si elles existent ou pas. Donc ça, c'est un des aspects intéressants, peut-être dans les années à venir, de voir si c'est des bestiaux qui font partie de la nature. Peut-être qu'on aura des preuves de leur existence grâce notamment aux ondes gravitationnelles ou d'autres choses sur lesquelles Bertrand travaille, je crois, en ce moment. Si je peux préciser, la singularité nue, c'est une chose qui m'intéresse bien sûr. Là, il s'agit de la singularité cosmologique, qu'on peut interpréter comme une singularité dans le sens qu'elle nous affecte toujours, mais enfin qui existe uniquement dans le passé, alors que les singularités nues, donc, on peut envisager qui
qui existent au cours du temps, quoi. Donc c'est Ouais. pas exactement la même chose, mais enfin c'est voisin finalement. C'est pas en ce tout à sens fait que- la même chose, mais c'est un mais peu. c'est voisin en ce sens que ça C'est affecte très les similaire quand observateurs. même. La singularité avant le Big Bang, on va dire, enfin, Au Big on Bang, peut oui. dire au début du Big Bang dans le modèle de la relativité générale, la singularité là et la singularité des trous noirs a des caractéristiques communes. Et on a encore une question. Tu as parlé du temps de pause pour regarder, qui était un problème pour regarder le trou noir du centre de la galaxie. Observé depuis la Terre, si j'ai bien compris, parce il allait trop vite quand on regardait la Terre. Est-ce que ce serait possible du coup de le voir si on a utilisé, depuis l'espace, regarder depuis l'espace avec un télescope spatial Ah oui, par oui. exemple. Justement, les gens qui voudraient imager qui voudraient faire la même chose pour imager le centre de la Voie lactée, le trou noir central de la Voie lactée, Sagittarius A étoile, considèrent justement un réseau avec notamment des satellites pour avoir un balayage du plan UV beaucoup plus rapide, et qui serait inférieur donc au temps caractéristique de la dynamique de Sagittarius A étoile, qui est donc de l'ordre entre 30 minutes et 4 heures. Voilà, donc oui, c'est tout à fait un truc qui est justement envisagé par ces gens-là. Et ça va être un challenge, j'imagine, pour cette communauté, d'arriver à faire une image d'un objet qui bouge autant dans une période si courte. Et moi j'ai une question, c'est que pourquoi est-ce qu'il bouge le trou noir là? Tu as dit qu'ils ont un temps caractéristique. C'est le disque d'accrétion qui bouge. Ah, le disque. Ouais. C'est la matière qui tombe dessus qui bouge et qui va bouger avec une dynamique en fait, qui va être proportionnelle à la masse du c'est toute trou la noir. matière qui est au-dessus qui tombe dessus. Oui. C'est elle qui. C'est elle Ok. qu'on voit en fait. Le trou noir en soi ne rayonne pas, Ouais. ou alors rayonne très peu si on pense que le théorème de Hawking est correct, hein, le rayonnement du trou noir par des effets semi-quantiques, une approche semi-quantique de la théorie des champs. Il rayonne essentiellement pas. Un trou noir, c'est essentiellement vraiment complètement noir. Très bien. Et il est d'autant plus, même s'il rayonne un peu avec ce rayonnement de Hawking, au plus il est grand, au moins il rayonne. Donc en fait, ces trous noirs supermassifs, on peut dire qu'ils rayonnent vraiment pas du tout. Eh bien, merci Olivier, on l'applaudit Merci à vous. très fort.